Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir qu'on continue notre série des grands lives avec le Club d'investisseurs immobiliers et c'est avec un immense plaisir, je vais juste rajouter ma caméra comme ça, c'est avec un immense plaisir que j'accueille nul autre que Yvan Cournoyer avec moi pour répondre à toutes vos questions. Salut Yvan, ça va bien? Salut Jean-Philippe, ça va? Yes, yes, good. Donc, Yvan, j'imagine qu'on avait reçu quelques questions là, sur Pose ta question sur le site. Pour ceux qui ils ne s'en souviennent pas, là, on peut le mettre ici à l'écran. Donc, si jamais vous avez des questions en avance, on devrait être live toutes les semaines comme ça pour répondre à vos questions. Mais si jamais vous avez une question qui vous passe par la tête, clubimmobilier.ca, pose ta question au club. Donc, on reçoit ces questions-là. Donc, Yvan, je te laisse commencer avec les questions. Alors, bonjour tout le monde. En fait, Jean-Philippe, c'est pas cette question-là, ça vient pas de pose ta question du site web, ça vient d'une question d'un participant la semaine dernière qu'on n'a pas eu le temps de répondre parce qu'il avait posé ça genre un petit peu en dernière minute. Donc, Vijayan, j'espère que je le prononce comme il faut. Donc, mes lettres de prospection pour les 6 logements et plus viennent d'être envoyées avec un gros, en gros, j'achète votre immeuble cash. Qu'est-ce que je réponds si le vendeur demande la preuve de la mise de fonds? Idéalement, il faudrait que tu aies un associé. Ben, premièrement, si tu l'as, tu la prouves. Si tu ne l'as pas, ça prendrait un associé idéalement qui pourrait la prouver. Donc, tu dis carrément au vendeur que vous êtes peut-être 2 ou 3 partenaires à investir ensemble et que tu vas demander la preuve à ton associé. Il n'est peut-être pas disponible rapidement. Donc, d'ici quelques jours, tu vas lui fournir la preuve. Donc, idéalement, tu as la preuve avant même de faire tes démarches en ayant un associé qui l'a. Ensuite, on avait une autre question, Jean-Philippe, si tu permets que j'enchaîne avec la deuxième. David Beaumont posait comme question, je suis propriétaire de 2 immeubles à Montréal, dont le premier il y a 2 ans de ça. Je me questionne sur l'avantage de refinancer ou non. Donc, il faut savoir, David, si tu es en mode expansion ou non. Okay? Donc, si ton but est d'expansionner ton parc, idéalement, tu refinances dès que tu peux. Donc, dès que l'équité te le permet, tu refinances ton immeuble pour pouvoir aller en acheter un autre. Évidemment, ça dépend de ton financement qui est en place parce que ton deuxième volet de question, c'est par rapport à ton terme. C'est sûr que si tu as pris un terme qui est long, exemple 5 ans, puis il te reste encore 3 ans à ton terme, il faudrait que tu fasses des calculs. Donc, tu demandes à l'institution financière la pénalité qui s'applique parce que des fois, ça peut être assez astronomique. Donc, informe-toi à ton institution financière ta pénalité. Fais tes calculs à savoir si ça vaut la peine de refinancer. En mode expansion, idéalement, on refinance le plus rapidement possible pour avoir plus d'actifs qui prennent de valeur. Donc, plus on a d'actifs, plus il y a de plus-value qui se crée, plus de capitalisation des prêts également qui vont s'opérer. Donc, et voilà. Donc, tu refinances le plus vite possible si tu es en mode expansion. Il y avait Yannick Jacques qui posait une question dans Pose ta question sur le site du club. Le flip de chalet versus le flip de maison, les risques et les avantages. Personnellement, présentement, je ne serais pas en mode flip chalet trop. Les gens ont peut-être des difficultés avec leur propriété et quand l'économie ralentit, les gens pensent plus à garder leur maison qu'aller s'acheter un chalet qui est comme une deuxième résidence. Je serais un petit peu craintif là-dessus. C'est sûr que la location de chalet cet été va être forte parce que les gens vont être confinés au Québec, d'après moi, puis ils vont plus rester au Québec et vont peut-être profiter pour voyager dans des beaux endroits de villégiature au Québec. Donc, pour louer, ça pourrait être bon, mais pour flipper, je ne suis pas sûr que les gens vont être ici en mode acquisition de chalet cet été. Donc, je serais très vigilant là-dessus. À moins que Jean-Philippe, tu aies un complément d'information là-dessus. Non, je pense que tu as bien répondu. Je pense qu'en ce moment, effectivement, c'est plus délicat. Là. Ben, du moins, le chalet locatif, là, effectivement. C'est un chalet propriétaire, c'est autre chose. Là. Mais oui, effectivement. Il y avait Amine qui posait une question, Yvan, pendant que tu répondais. Je vais juste les lancer pour les maisons de change. Je pense que tu avais fait l'appel également à le dernier live. Hein? On avait un super bon live avec Philippe Brassard et, mon Dieu, j'ai oublié son nom.
Marc Rémillard. Marc Rémillard, voilà. Marc, avec qui ils ont fait les maisons de chambre. Là. Donc, il y avait toutes les explications sur les maisons de chambre. Et ça expliquait un peu les aboutissants, là, les pour et les contre de ce type d'investissement-là, qui sont parfois un peu plus rock'n'roll là, que la norme. Mais si on s'y prend bien, si on a les bonnes équipes, si on a la bonne connaissance, ben, ça peut être un investissement qui est très, très payant. Là. Un peu plus rock'n'roll, comme on dit, mais un peu plus payant. Mais si tu permets, Jean-Philippe, un petit complément. Là, Amine demande, est-ce que c'est bon pour commencer? Tout est pas mal bon. Il y a des gens qui réussissent très bien à faire de la maison de chambre. Il y en a qui se spécialisent dans l'immeuble à revenu commercial. Il y en a qui se spécialisent dans le résidentiel, locatif. Tout est pas mal bon. Il reste à voir ta personnalité, ta situation financière et tes intérêts aussi. Donc, ça peut être bon. Ça peut être une belle option. Par contre, les mises de fonds, des fois, sont un petit peu plus grandes si on ne va pas avec la caisse Desjardins. Donc, on t'invite à aller voir le live que Jean-Philippe parlait avec Philippe et Marc Rémillard. On va avoir plusieurs réponses là-dessus. Et puis, vu que tu as la parole, Yvan, je te laisse, spécialiste des flips. Je vais te laisser répondre à celle-là. Donc, un flip maquillage. Ah, tu la vois pas comme il faut. Anthony, oui. Excuse-moi, Anthony. Tabarouette, j'ai la difficulté. C'est lundi, hein? C'est lundi. Vas-y. Non, c'est correct. Je la vois au complet, mais c'est un petit peu petit en bas de l'écran pour mes yeux. Donc, je vais regarder à droite. Est-ce une bonne idée d'effectuer un flip maquillage en y habitant pour un premier flip? Oui, la réponse est oui. Parce qu'un flip réno que tu habites, tu vas trouver ça, comme disait tantôt Jean-Philippe, rock'n'roll d'un point de vue travaux. Là, tu vas être dans les travaux, dans la poussière. Si tu te lances dans un flip réno que tu habites, est-ce que c'est une conjointe, des enfants qui vont vivre là-dedans, dans la poussière pendant un an? C'est pas toujours agréable. Un flip maquillage, ça se fait mieux, il y a moins de travaux et on est moins pressé. Donc oui, c'est une bonne idée. Il faut juste faire attention là. Comment tu vas traiter ça d'un point de vue fiscal, parce que c'est pas parce que tu l'habites que tu n'auras peut-être pas d'impôts à payer. Donc, sois vigilant là-dessus, là, consulte un fiscaliste pour être sûr de ne pas de mettre les pieds dans les plats là, par rapport à la fiscalité et ton flip propriétaire occupant maquillage. OK? Il y avait ensuite Gardy Jean-Marie qui disait la SCHL peut-être nous obliger à engager un gestionnaire pendant 3 ans. Veux-tu y aller, Yvan, ou... Ben, oui, la SCHL peut faire ce qu'elle veut. Elle peut exiger, si tu n'as pas d'expérience dans un type de propriété, elle pourrait dire oui, je veux qu'il y ait un gestionnaire pendant un certain temps pour s'assurer que tout va bien. C'est sûr que si tu n'as pas d'expérience, tu achètes un 48 logements en partant, il y a des fortes chances qu'il t'exige un type de choses de la sorte. Donc, ça dépend du type d'immeuble, de ton expérience. Et oui, la SCHL peut te l'exiger. Voilà. Ensuite, il y avait Pierre. Celle-là, je peux me permettre parce que j'ai eu un complément d'information. Yvan, si tu me permets de la répondre. Pierre. Du coaching avancé de Québec. Voilà. Salut Pierre. Et ça va bien. Une personne très enjouée. Est-ce que c'est vrai que la SCHL refuse de financer les investisseurs qui ont demandé des reports de paiement? Et si oui, est-ce pour longtemps? On a reçu la SCHL en live. Ils ont dit non, que ça n'allait pas changer, que c'était une mesure qui était utilisée pour respecter ces paiements. Par contre, j'ai eu une information privilégiée d'un courtier hypothécaire que je connais bien et qui m'ont dit dans une demande SCHL, dans la demande SCHL, on demandait si il y avait eu des reports de paiement qui avaient été demandés par ce propriétaire-là. Donc, la SCHL a quand même fait son enquête. C'est sûr que si, écoute, je ne suis pas pour la SCHL, puis on essaiera de chercher des développements si on en a, mais imaginez si vous êtes à la place de la SCHL dans lequel vous avez demandé un report de paiement, mais vous faites un nouvel achat pendant le report de paiement. À être la SCHL, je trouverais ça un peu étrange personnellement. Donc, probablement, c'est pour cette raison-là qu'il le demande. Si tu n'es pas assez de liquidité pour garder à flot ton bâtiment, puis tu demandes une mesure d'urgence, et là, tu achètes un autre bâtiment, puis tu injectes la mise de fonds, c'est sûr qu'au niveau de la SCHL, ils vont se poser des questions. Là. Ça, c'est certain. Fait que oui, pour l'instant, tout ce que je peux confirmer à 100%, c'est qu'ils posent la question. Et je dois présumer qu'ils ne doivent pas aimer ça de recevoir une nouvelle demande de prêt quand il y a eu une demande de report. Mais ici, Pierre demandait lors d'un refinancement. J'imagine que ça va être la même chose.
Si on a demandé un report, normalement, je ne sais pas. C'est une bonne question. Pierre, je ne saurais pas répondre. Je ne sais pas. Pour l'instant, la seule information qu'on avait au niveau de la SCHA, c'est que ça ne changerait rien. Moi, j'ai eu écho d'un courtier hypothécaire de PMML qu'un propriétaire s'était fait refuser. S'est fait refuser un refinancement parce qu'il avait demandé un report. Donc, j'ai su ça hier soir. Là. Donc, j'ai pas eu le temps de vérifier, là, mais on va aller à la source là-dessus parce que ça m'intéresse aussi personnellement parce qu'on a demandé 2-3 reports au mois d'avril. Donc, on est en train d'acheter un autre 8 logements CHL. On va avoir la réponse bientôt. Ça, dans notre cas. Ça va être une réponse assez précise. Ben, il faut se mettre aux yeux de la SCHL. La SCHL essaie de mitiger le risque. Là, le risque, il a un peu augmenté en demandant un report. Bref, à voir. Je vais essayer mai, Jean-Philippe. Parfait. Excellent, merci. Donc, comment faites-vous les contrats d'entente pour répartir les revenus des parts entre les partenaires? J'aimerais quelqu'un pour me guider. Premièrement, on peut évidemment te recommander l'avocat fiscaliste du club, là, qu'on adore beaucoup, Richard Damour, d'ailleurs, qu'on a reçu en Facebook Live. Donc, il va pouvoir t'aider avec tout ça pour les contrats, mais ici, il manque une part de question il manque une précision dans ta question plutôt. Est-ce que tu vas avoir tes parts en indivision? Donc, est-ce que tu achètes avec quelqu'un? Toutes les deux, vous êtes sur le titre de la propriété ou est-ce que vous fondez une compagnie, vous achetez avec une compagnie? Dans ce cas-là, c'est une convention d'actionnaire. Dans l'autre cas, c'est une convention d'indivision. Donc, les deux acheteurs sont séparés. Donc, il y a une petite précision à avoir. Mais dans les deux cas, essayez pas d'avoir des économies de bout de chandelle puis d'essayer de ramasser des contrats sur Internet qui sont parfois peut-être applicables à la France parce qu'ils sont en français ou en anglais qui sont du côté du Canada au niveau du common law. Donc, essayez d'y aller avec un professionnel que vous faites confiance puis déboursez un petit peu pour votre convention d'actionnaire. Puis ensuite, vous allez pouvoir utiliser votre modèle à différentes sauces. Là, si jamais vous avez les mêmes types de partenariats, vous pourrez réutiliser ce modèle-là. Mais un conseil gratuit coûte cher. Faites attention. Là, donc, Richard Damour là, j'ai tout le temps Fodago, voilà, Fodago. Donc, si jamais vous avez besoin de faire affaire avec lui, très professionnel, puis il donne des formations au club. Excellent. On va y aller avec Anthony Picard qui demande si j'achète un immeuble à revenu à l'aide de Love Money, comment je fais pour rembourser mon prêteur rapidement? Donc, on va établir c'est quoi, premièrement, un Love Money pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est de l'argent amour, de l'argent de proximité. Donc, quelqu'un vous prête ou vous donne de l'argent sans aucune garantie. Donc, il n'y a pas de garantie qui est prise sur un immeuble et c'est sur la simple confiance. Et donc, aux yeux des créanciers, personne ne voit que cet argent-là provient d'une autre personne, mais rien ne vous empêche de quand même rembourser cette personne-là comme Anthony va faire. Et il y a plusieurs options pour rembourser la personne qui t'a prêté de l'argent ou t'a donné de l'argent en Love Money. Tu pourrais peut-être penser à prendre la remise en espèces de la banque, de l'institution financière. Donc, moyennant un taux d'intérêt un petit peu plus élevé, ils vont te remettre un pourcentage et peut-être, selon le type d'immeuble que tu achètes, parce que là, immeuble à revenu, pour nous, c'est 6 et plus, mais il y a des gens, des fois, c'est un triplex, ils considèrent ça comme un immeuble à revenu. Là. Je n'ai pas le détail du type d'immeuble, mais la remise en espèces peut être une façon de rembourser ton prêteur. Ensuite, tu aurais peut-être un refinancement. Donc, si tu achètes un immeuble à revenu que tu veux optimiser, donc suite à l'optimisation, après un certain temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, tu refinances ta propriété sur une nouvelle valeur et tu rembourses la personne qui t'a prêté de l'argent. Si la personne demande seulement intérêt seulement comme remboursement, peut-être que le cash flow de ton immeuble va permettre de faire les versements sur les intérêts de ton emprunt, peut-être revendre ton immeuble suite à une optimisation. Bref, il y a différentes façons. Il y a peut-être d'autres argent qui va rentrer d'ici là aussi dans d'autres sources. Donc, peut-être refinancer un autre immeuble, vendre un de tes flips que tu es en train de faire. Différentes options. Je pense qu'on a fait le tour des principales. D'ailleurs, on attend notre livre encore, qui devrait être bientôt prêt, là, qui va donner des petites idées aussi comment rembourser l'argent. Il y avait Samuel qui posait la question, elle était quand même assez longue là, pour l'avoir lu au complet, mais on parlait juste de deuxième rang, en fait. Samuel voulait savoir comment on place une hypothèque de deuxième rang sur la propriété d'un de ses partenaires. Donc, j'imagine que son partenaire est son partenaire passif, il veut injecter l'argent ou donner une garantie, il va aller mettre une hypothèque de deuxième rang sur la propriété.
Donc, Yvan, est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux y aller dans le détail là-dessus? Tu me prends au dépourvu. Faire deux pourvus, je vais le faire, sinon je vais le faire. Mais en fait, il demandait à Samuel, c'est pas très compliqué. La première chose à voir, là, c'est ce que c'est permis de déposer une hypothèque de deuxième rang sur ta première hypothèque. Donc, dans ton contrat hypothécaire, généralement, ça va être indiqué. OK? Donc, première chose à vérifier. Deuxième chose, pour aller déposer un deuxième rang, après ça, tout ce que ça prend, c'est un notaire, en fait. Je ne sais pas comment tu veux procéder à ton deuxième rang. Qui va déposer le deuxième rang? Est-ce que c'est un prêteur privé qui va aller déposer le deuxième rang? Est-ce que c'est une institution financière qui va aller déposer le deuxième rang par-dessus la première? Il y en a certaines qui le font, sont rares. À l'époque, moi, j'avais fait ça avec Manuvie. Sur une maison, un petit plex personnel, j'avais été déposer une hypothèque de deuxième rang sur mon petit plex. Manuvie faisait ça à l'époque. Je ne sais pas, c'est des courtiers hypothécaires parmi nous qui pourront répondre, mais je ne sais pas s'ils le font encore, mais à l'époque, oui. Et tout ce que ça prend, en fait, c'est un notaire. Il vient enregistrer l'hypothèque. Donc, ça prend le créancier qui va faire ça. Et ensuite, le notaire qui va aller instrumenter le deuxième rang. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ça prend juste deux choses, ton créancier puis ton notaire. Yvan, voulais-tu bonifier? Non. Il est en train de préparer à la prochaine question. Voilà. C'est pour ça que tu m'as pris au dépourvu tantôt. Je lui disais une autre question. J'ai fait une passe, hein, tu t'en attendais pas. Je ne suis pas encore sur la glace. Voilà. Me voici de retour. Donc, Nico demande que pensez-vous qui va arriver à la valeur de l'immobilier dans 6 mois quand il ne sera plus possible de remettre le paiement hypothécaire, l'hypothèque. Donc, là, il faudrait voir qu'est-ce que tu entends par valeur de l'immobilier. Tu parles-tu des maisons, tu parles-tu des immeubles à revenus? Mais tant qu'à moi, là, la valeur de l'immobilier n'a pas de lien avec le report de l'hypothèque ou non. La valeur a un lien avec l'offre et la demande, si on parle de petits immeubles, et dans les plus gros immeubles, un rapport avec les revenus et les dépenses afférentes à l'immeuble. Donc, c'est pas parce que tu reportes de 6 mois tes paiements hypothécaires que tes revenus de location vont changer nécessairement. Tes dépenses vont rester les mêmes également. Donc, je vois pas de lien personnellement entre le report et la valeur de l'immobilier. La seule chose que je prévois, peut-être dans les petits immeubles, les petites maisons, les condos, les plex, si les gens ont de la difficulté à payer parce qu'ils n'ont pas assez de revenus et là, perdent leur propriété, puis il y a beaucoup d'immeubles qui sont mis en vente, qui sont repris, là, ils vont avoir une perte de valeur, peut-être, mais sinon, je vois pas de baisse de valeur à cause du rapport d'hypothèque. Ben, peut-être, pour bonifier, Yvan, peut-être que Nico voulait dire qu'en 6 mois, il ne sera plus possible de remettre le paiement d'hypothèque, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient peut-être en difficulté financière, ils réussissent à s'en sortir tout juste avec le rapport hypothécaire. Et là, au moment dans 6 mois, où est-ce que là, ça va casser, ce ne sera plus possible, il va falloir remettre les dettes. Est-ce que là, ça va avoir un impact sur le marché? Je sais pas. Je suis pas sûr que, pour être honnête, Nico, au niveau résidentiel, là, pour avoir jasé à beaucoup de propriétaires, là, ça n'a pas vraiment fait d'impact résidentiel. Commercial, ça en avait fait un, mais là, le gouvernement est venu compenser avec des mesures qui sont quand même assez agressives là, pour les paiements de loyer. Ça allait aider beaucoup de cas. Est-ce que l'immobilier va être tant en difficulté dans 6 mois? Personnellement, ma boule de cristal, je pense pas. Voilà. Yvan, tu voulais-tu une autre question? On a Viajen qui est de retour sur la question-réponse de cette semaine. Il était là la semaine dernière. Comme tu vois, on a répondu à ta question la semaine dernière parce qu'on n'avait pas eu le temps. Donc, pour un 8 logements hors marché, comment faire pour avoir un prix? Pour avoir un prix se basant sur revenus et dépenses pour lui proposer un juste prix et aussi ouvert aux balances de vente. Donc, là, tu fais de la prospection hors marché pour avoir un prix et ses revenus dépenses. Il faut simplement demander au propriétaire quels sont les revenus de son immeuble, quelles sont les dépenses de son immeuble. Et en fonction de ça, tu vas être capable de faire différents calculs et tu vas arriver en soustrayant tes dépenses d'opération normalisées parce que ça se peut que le vendeur ne te donne pas toutes les dépenses. Ça se peut qu'il dise que taxes et assurances et électricité, c'est tout, mais il y a d'autres dépenses à tenir en compte. Donc, une fois que tu vas normaliser toutes les dépenses, que tu vas soustraire à tes revenus, tu vas arriver avec un revenu net d'opération. Et en connaissant le TGA, le taux global d'exploitation du marché, tu vas être capable d'arriver à estimer une valeur marchande. Et en ayant le TGA de financement, tu vas être capable également, non, je ne rentre pas trop dans le détail, mais d'avoir le prêt que tu serais capable d'obtenir là-dessus.
Et je ne sais pas si la deuxième volet, c'est une question ou une affirmation. Est-ce que le propriétaire est ouvert à une balance de vente? Tu lui offres la chance, dans le fond, de faire un rendement sur l'argent qu'il pourrait te prêter. Donc, il faut négocier avec lui. Je ne peux pas te dire s'il est ouvert ou non. Il faut vraiment que tu négocies avec lui. Peut-être un complément d'information, Jean-Philippe. Non, c'est bon. Rien à rajouter là-dessus. Des fois, on voit les questions différemment. Puis, oui, des fois, on en parle pendant que l'autre parle. Fait que... Voilà, des fois, ça va vite. Même, c'est ça, ça va vite. On lit la question, on essaie de répondre. Non, j'avais rien à rajouter. Je pense que c'était une affirmation en bas. Il est aussi ouvert aux balances de prix de vente. Tant mieux, en fait. C'est une affirmation. Donc, si c'est une affirmation, peut-être que tu pourrais bonifier ton prix. Peut-être que tu serais prêt à y offrir un petit peu plus cher que tu voulais initialement s'il est prêt à financer une partie de la vente dans des bonnes conditions. S'il te finance ça à du 2 pendant 5 ans, peut-être que tu vas offrir un petit peu plus cher. S'il est prêt à faire une balance de vente de 100 000, mais à du 20 peut-être que tu n'es même pas intéressé à avoir une balance de vente dans ce cas-là. Donc, il faut voir les conditions du vendeur de la balance de vente pour être capable de mieux répondre et de mieux avancer dans le processus. Excellent. Il y avait Hélène Larose, je l'ai lu pendant que tu parlais, donc je vais me permettre de répondre. C'était pas une question qui était très compliquée. Là. C'est Hélène, quand je refinance un premier immeuble et en acheter un deuxième, j'ai donc 2 hypothèques à rembourser. Absolument. Donc, quand tu empruntes de l'argent, il y a un intérêt qui est dessus. Sauf que ça dépend, Hélène, qu'est-ce que tu refinances? Est-ce que tu refinances une propriété qui a des revenus sur le bâtiment ou sinon, est-ce que c'est ta maison personnelle? Donc, ça dépend où est-ce que va venir l'argent. Si on refinance, par exemple, quand on parlait de refinancer au début du question-réponse, où Yvan répondait quand on va refinancer en mode expansion dans un 6 logements et plus. Quand on refinance, la banque se base toujours le refinancement sur les revenus du bâtiment. Donc, en réalité, c'est vos locataires qui vont payer pour ce refinancement-là. Donc, vous refinancez les locataires qui payent l'hypothèque. Et ensuite, vous prenez cet argent-là, vous achetez un deuxième bâtiment avec. Donc, quand on est en mode expansion dans le 6 logements et plus, c'est jamais nous qui payons les hypothèques. C'est toujours les locataires qui vont le faire. Et là, ça nous permet d'acheter un deuxième bâtiment. Voilà. Donc, en espérant que ça réponde à ta question. Hélène. Il y avait une question toute simple pendant que ça va permettre aux gens de peut-être poser d'autres questions, parce que je crois que là, les gens sont épuisés en termes de questions. Il y a Isaboué, ou mettons Ghislaine, c'est mieux. Que veux-tu dire par hypothèque de deuxième rang? Ben, il faut comprendre qu'il y a des garanties qui sont prises par les créanciers pour au cas où vous ne payez pas, vous êtes en défaut. Donc, pour se garantir, ils prennent une hypothèque et la chronologie des hypothèques enregistrées au registre foncier va déterminer le rang. Donc, le premier, en termes de chronologie, qui enregistre une garantie hypothécaire sur un immeuble est en premier rang. Et le vendeur, s'il finance, par exemple, une partie de la vente, veut une garantie au cas que vous ne le payez pas. Donc, il va prendre une hypothèque qui va être en deuxième rang parce qu'elle va être derrière celle de la banque ou de la caisse qui est en premier rang, et ainsi de suite. Donc, au Québec, on voit rarement des troisième rangs, mais aux États-Unis, il semblerait qu'il y aurait des 3, 4, 5e rangs. Là. Ils sont plus cow-boys un peu. Donc, c'est ça pour la priorité des rangs, c'est tout simplement là, la chronologie. Parfait. Quand même, il est 26 déjà. Oui, il était 26. Sinon, on a des questions en tête. J'ai juste écrit, n'hésitez pas à poser vos questions. En fait, on sait qu'on est une journée de congé aujourd'hui. C'est rendu un peu détraqué nos affaires. Hein. Disons, OK, c'est vrai, c'est la journée des Patriotes aujourd'hui. Mais à cause du confinement, on ne sait plus trop quel jour et quoi. Okay, effectivement, on a un petit peu moins de monde aujourd'hui. Là, il fait beau, plus une journée de congé en plus. Il y avait Kofi qui disait être inscrit en salle, comment passer au programme accéléré. Je ne sais pas si tu veux répondre tout de suite là-dessus, Yvan, Kofi, ou peut-être t'appeler au bureau. Libre à toi, Yvan. Sinon, je vais vous inventer des questions. Moi. Non, mais attendez, là, Kofi est un participant du coaching. Tout est dans le coaching régulier sur 10 mois. Puis je crois que tu es rendu au mois 4 déjà. Et le Fast Track, le nouveau programme Fast Track qu'on a mis en place, dans le fond, tu vas revoir les 4 premiers cours. Fait que ça ne donne rien de t'inscrire au Fast Track. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est quoi? C'est un programme sur 3 mois
Donc, 5 formations sur 3 mois. Donc, en accéléré, ça dit, fast track. Et vu qu'il va se terminer le 12 septembre, avant la fin de la limite infligée par le gouvernement pour le PACME, donc qui doit, dans le fond, le programme doit se terminer avant le 30 septembre, si la mémoire est fidèle. Donc, le programme devrait être admissible au PACME. Donc, regardez si vous êtes éligible, dans le fond, à vous faire rembourser les frais de 100%, les 100% des frais par le gouvernement. Ça serait le fun pour vous, donc ça vous permettrait d'avoir votre coaching sans frais. Qu'est-ce que ça inclut? C'est les cours, les 5 premiers cours du coaching. Ça donne également droit à la consultation, donc 3 heures de consultation sur les 3 mois. Différents rabais également, différents avantages qui sont offerts. Allez sur le site du club, vous allez voir les détails sur coaching fast track. Voilà. Parfait. Ben, c'est tranquille, Yvan. Je pense que on a eu 2 dernières minutes. J'allais clore ça, mais on en a eu 2 de dernières minutes. Oh, mon Dieu, 3. Tabarouette, les gens se réveillent à la dernière minute pour les questions. Il y avait Samuel qui revenait sur la 2e rang. Pour revenir sur l'hypothèque 2e rang, considérez-vous que c'est une garantie suffisante pour protéger un prêt? Samuel, c'est pas toi qui décide. C'est le créancier qui va décider s'il juge que sa créance est bien protégée. Donc, si ça pourrait être un 2e rang, je te donne un exemple, un building d'1 million, puis l'hypothèque en premier rang est rendue à 100 000, ben, on peut aller chercher très bien une hypothèque de 2e rang de 500 000. Ça dépend toujours de l'équité qui reste dans le bâtiment, puis c'est le créancier qui va généralement voir s'il est à l'aise ou non avec la garantie de 2e rang. Donc, si on peut donner un autre exemple, si jamais vous avez 800 000 sur le bâtiment vaut 1 million, bien, malheureusement, le 20% là, qui se situe là, on appelle ça de l'équité morte. C'est de l'équité qui est pas utilisable. Pourquoi? Parce que quand on reprend une propriété, il y a toutes sortes de frais afférents qui sont liés à la reprise de la propriété et généralement, ça représente à peu près 20% du coût de la propriété. Donc, les prêteurs ne voudront pas aller dans cette gamme-là, dans le 80%, moyennant certaines exceptions, mais ils n'iront pas dans cette bande d'équité morte en haut pour aller protéger leurs créances. Donc, juste avoir dépendant, ça dépend toujours de la première hypothèque et de l'équité. Excellent. Déjà, 12h30, les gens se sont réveillés en dernière minute de la partie réglementaire. On s'en va en première prolongation, Jean-Philippe. Oui, effectivement. Avec André Leduc, je sais que tu aimes bien le semi-commercial. Je vais te laisser répondre, puis je ferai un complément d'information si jamais il y a des choses qui me viennent à l'esprit durant que tu parles. Parfait. Si on achète un meuble commercial, 2 tiers appartement, 1 tiers commercial, c'est un achat de 1 500 000 ou 15 millions, 1 500 000, oui. Comment dois-je calculer le prêt CHL pour un semi-commercial? André, c'est bon à savoir que c'est 30% et pas 33% de superficie. Donc, 30%. Il faut faire attention. À 33%, la CHL est vraiment piquée là-dessus. C'est gouvernemental, c'est bureaucratique, il faut que ça rentre là-dedans. Donc, il faut être à 30% de superficie commerciale. Là, tu peux aller qualifier à CHL. Ensuite, pour être franc, André, les calculs sont extrêmement compliqués parce qu'il faut diviser. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils divisent la partie commerciale avec un ratio de couverture de dette différent, avec pas un amortissement différent, mais un ratio de couverture de dette différent, différents paramètres, différentes vacances, puis la partie résidentielle, puis ensuite, ils les assemblent ensemble. Moi-même, je ne le calcule pas parce qu'il y a tellement de petites variances avec ça, donc on fait appel à un courtier hypothécaire là, qui va être capable de t'aider là-dedans. Excellent. Vijayan. Comme le club dépend, comme le succès dépend de 80% du mindset, est-ce que le club propose des formations pour booster votre mindset? Effectivement, dans le coaching sur 10 mois, cette formation sur 10 mois, on a le développement du mindset avec notre ami Ray Vincent. Donc, motivateur qui vient à 5 reprises nous booster. Et dans le fast track également, va être là à 2 reprises. Donc, il n'y a pas de formation en tant que telle sur le mindset. Quoique Ray fait de ce temps-ci un marathon de gratitude. On pourrait peut-être l'embarquer là-dedans, l'imbriquer dans le mindset. Donc, il fait 28 jours là, de gratitude. Donc, les gens s'engagent pendant 28 jours à être reconnaissants de ce qui se passe avec la vie et tout ça. Donc, peut-être joindre sur Facebook Ray Vincent. Donc,
ou révincent.com, son site Internet, et rentrer en contact avec lui pour voir si tu pourrais bénéficier, dans le fond, de son implication qu'il fait là, pour aider les gens. Voilà. Amine, pouvez-vous ajouter de la fiscalité au cours accéléré Fast Track? C'est dans le coaching régulier, c'est dans le coaching de 10 mois. Les gens voudraient tout avoir dans les 5 mois. C'est pas ton cas, là, Amine, nécessairement, là, mais beaucoup de gens disent on pourrait-tu mettre ça? On met du commercial, met de la fiscalité, mettre ci, mettre ça. On se fait un programme pour vous aider à acquérir des propriétés, mais on ne peut pas tout mettre, tout inclure, dans le fond, dans le Fast Track. OK. Ensuite, programme similaire pour la fin de semaine, Steve. En fait, le programme similaire, c'est la fin de semaine intensive. Donc, c'est un peu, on touche un peu à tout encore une fois. On essaie de toucher à tout ce qu'on peut toucher à l'intérieur de 2 jours, là, dans le domaine du possible. Là. Donc, je ne sais pas si c'était ça ta question, Steve, ou peut-être tu veux la bonifier, Yvan? Non, on n'a pas. Non, c'est la bonne réponse. La fin de semaine intensive qui est un petit peu en stand-by à cause de la COVID-19, mais j'imagine qu'un jour, vont permettre qu'on redonne des formations avec 2 mètres de distance. Oui, effectivement. Il va falloir des grandes salles. Oui. Donc, Rémi qui posait la question, si on assure notre hypothèque avec la SCHL, est-ce qu'il y a des restrictions pour refinancer afin d'acheter un prochain immeuble? Rémi, il n'y a pas de restrictions. Sauf que ça coûte cher. Donc, c'est pas impossible de refinancer. Le seul problème avec la SCHL, il oblige des termes de 5 ans à moins de certaines exceptions avec des très gros prêts. Généralement, c'est une période de 5 ans, un terme. Donc là, tu refinances. Est-ce que l'institution bancaire va accepter de te reprêter par-dessus ça? À voir. Donc là, tu risques peut-être d'avoir des pénalités. Puis en plus, tu vas perdre ton certificat SCHL. Donc, tu vas devoir repayer une partie, là, il y a un crédit qui suit, mais une partie du certificat SCHL. Donc, quand on sait qu'on va refinancer rapidement, comme dans le cas d'une optimisation, on va généralement y aller en financement conventionnel, puis ensuite SCHL pour éviter tous ces frais-là, mais il n'y a rien qui nous empêche de refinancer. C'est juste que c'est coûteux. Merci. Deuxième prolongation. Oui, ça s'excite là, tout d'un coup. Là. Oui. David Rainville, pour un futur achat dans 1 an, serait-il mieux de faire évaluer tout de suite mon triplex? J'imagine que ta question, c'est de refinancer parce que si tu fais juste évaluer, tu vois un rapport d'évaluation, ça ne donne pas plus de pouvoir. Mais si tu refinances ta propriété avec un taux d'intérêt actuellement qui est très bas, donc on ne sait pas dans 1 an qu'est-ce qui va arriver, on propose ou on présume, dans le fond, que les taux vont rester bas, mais on ne sait jamais. Les conditions également peuvent changer, tout ça. Donc, oui, je pense que, parce que personnellement, ça serait le temps là, de y aller, de refinancer ton triplex si tu as des quittés intéressantes pour mettre l'argent dans ton compte de banque, parce que l'argent est roi et maître, donc l'argent dans ton compte de banque, il est là. Oui, tu payes l'intérêt parce que ton prêt est plus élevé, mais moi, j'opterais pour le faire maintenant. OK? Parfait. Donc, il restait Ghislain qui posait la question classique. Combien de portes devons-nous passer à une compagnie immobilière? En fait, Ghislain, compagnie de gestion immobilière ou compagnie de... Moi, je pense que c'est compagnie de gestion. Hein? Il manquait, parce que des fois, les gens posent la question compagnie, là, combien d'immeubles en compagnie, combien d'immeubles... Ouais, ça peut être ça aussi, la question, c'est pas évident. Hein? Une compagnie immobilière. On va y aller avec la gestion. Puis, Ghislain, corrige-nous si c'est pas la bonne réponse. Est-ce que tu veux y aller, Yvan? Ben, en fait, il n'y a pas une réponse. Je vais te donner des éléments qui vont te permettre de te guider puis de voir qu'est-ce qui est mieux pour toi. Mais je ne connais pas tes revenus, Ghislain, mais si tu as des gros revenus, tu as des bons taux horaires, est-ce que ça vaut la peine d'aller gérer ça toi-même? Il serait peut-être mieux de donner ça à une compagnie de gestion puis faire plus d'argent de l'autre côté. Une autre réponse, c'est on ne connaît pas ton expérience, mais si tu n'as pas d'expérience, ça pourrait être bon de débuter par la gestion par toi-même pour l'apprendre. Quand tu vas le déléguer à une compagnie, ben, ça va être plus facile pour toi d'évaluer, dans le fond, la qualité des services de la compagnie, parce que tu vas l'avoir vécu. Ça dépend aussi de ta passion. Si ça t'aime pas ça, aller gérer des locataires et gérer des problèmes, entre guillemets, peut-être mieux de nous donner une compagnie de gestion. Ensuite, la distance entre toi et ton immeuble. Si tu restes à 1h30 de tes investissements, peut-être une compagnie de gestion serait plus appropriée.
Ensuite, est-ce que tu es bon ou pas bon? Parce que tu peux dire, ah, je vais le faire moi-même, je vais sauver 2000 $, 3000 $ en frais de gestion annuels, mais tu ne gères pas bien. Puis ton immeuble ne prend pas de valeur autant que si c'était une autre compagnie, par exemple, qui avait géré, qui était meilleur que toi. Donc, je t'invite à aller sur lesaffaires.com, donc le blog des affaires, ou sinon sur le site du club, on a un blog et j'ai écrit un article justement sur la gestion immobilière qui vient de résumer, je viens de résumer dans le fond l'article, mais tu vas peut-être avoir d'autres éléments là-dedans qui pourraient être intéressants pour prendre une bonne décision. En fait, Ghislain vient de répondre, c'était de personnel à la compagnie. Donc, on avait deux volets de questions, là, mais une compagnie, est-ce que tu peux y aller pour la compagnie? En fait, c'est simple, la réponse, ça dépend. Là. Mais vas-y, Yvan, t'es bien parti, vas-y. Ouais, ça dépend du type d'immeuble aussi. C'est-tu des triplex, c'est-tu des immeubles à revenus de 6 logements et plus? C'est un petit peu difficile, celle-là, à répondre, honnêtement. Il manque beaucoup de détails pour savoir qu'est-ce qui est mieux, à moins que j'en fitte avec les choses en tête, là, mais... En fait, c'est quoi? C'est simple, Ghislain, c'est quand on pose cette question-là, je réponds voici le numéro d'un fiscaliste, puis voici la réponse à la question. La réponse à la question, en fait, elle a 10 chiffres. C'est ça la réponse à la question. Parce que ça dépend tellement, où est-ce que tes revenus viennent, quel âge as-tu des enfants, la vision que tu as avec où est-ce que tu t'en vas avec l'immobilier, est-ce que tu as un partenaire, comment vous avez la vision avec le partenaire. Fait qu'on peut pas avoir une réponse toute cuite comme ça. Donc, c'est la réponse, ça a 10 chiffres, c'est le numéro d'un avocat fiscaliste, ça va te coûter 250, 500 pièces de consultation, puis tu vas avoir la bonne réponse à tout ça. OK? Est-ce que tu voulais une dernière, Yvan? Oh ouais, on va la prendre, t'inquiète là. Amine, un premier achat d'immeuble, vaut-il mieux commencer avec un classique 6 portes, un classique, c'est bon, ou commencer avec un petit duplex ou triplex? Est-ce que tu veux y aller? Vas-y, Yvan. Ben, encore là, ça dépend de tes objectifs, ça dépend de ta situation actuelle. Si tes revenus sont faibles, ça va être plus simple, plus facile de financer un 6 logements et plus. Règle générale, évidemment, le banquier va regarder les 5C du crédit, mais si tes revenus sont un petit peu bas, 6C plus va être plus facile à financer. Ça dépend aussi de l'inventaire dans le secteur où ce que tu demeures. Est-ce que tu vas investir près de chez toi? Si c'est ça, si c'est le cas, ben, ça dépend de l'inventaire du secteur. Est-ce que c'est pour habiter? Est-ce que c'est pour flipper? Est-ce que c'est pour détenir à long terme? Est-ce que c'est dans un projet d'optimisation? Si c'est dans un projet d'optimisation, le CCP va être en général plus rentable, plus payant. Il manque encore beaucoup de détails. C'est une question qui est vraiment un cas personnel et si on rentre dans la consultation vraiment privée, à savoir ce qui est le mieux pour toi. C'est difficile. C'est difficile de dire. On peut le donner général. À la limite, moi, je peux dire général, si Amine, tu n'as rien acheté, un duplex, triplex comme propriétaire occupant, moi, j'ai adoré ça, personnellement. J'ai adoré mon expérience. Comme tu disais, Yvan, là, la compagnie de gestion, on apprend à gérer. C'est le fun d'apprendre quelque chose avant de le déléguer. Quand on n'apprend pas, le processus, puis on délègue, on a de la difficulté à comprendre ce qu'on délègue. Donc, pour moi, c'est une super belle façon de débuter. Plus les mises de fonds sont beaucoup plus petites que dans un 6 logements. Donc, si vous avez moins de liquidité, d'acheter un duplex, triplex, ça pourrait être un super beau moyen là, de commencer. Puis complément au complément. Oui. Si c'est un premier achat parce que tu es en appartement, ben, ça pourrait être bien justement d'avoir un duplex, triplex, tu pourrais aller habiter dedans. Ça pourrait être bien. Si c'est un premier achat d'un immeuble à revenus, ben, c'est la réponse que j'ai donnée tantôt. Là, puis le complément d'information à Jean-Philippe. Excellent. Fin des questions, Yvan. Donc, est-ce que je te laisse? Oui, quand même, un petit 40 minutes, c'est bon ça. Malgré que c'était congé, effectivement, et malgré qu'il faisait enfin beau dehors, j'espère que vous avez profité du beau soleil en fin de semaine. Donc, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Ben, quelques petits points là, à partager avant de quitter. N'oubliez pas, demain, du côté anglophone, il y a une formation sur les flips, pour ceux qui s'intéressent. Demain, une formation en ligne. Mercredi, on a un cours, ça c'est très intéressant également, un cours avec Jean-Philippe sur la gestion du temps. Donc, il va être live, donc en ligne, en direct. Excellent cours là, pour améliorer votre gestion du temps et par le fait même vos investissements vont s'en sentir améliorés et tout ça parce que vous allez mieux gérer. Ensuite, on a quoi jeudi, Jean-Philippe? Jeudi,
Oui, on a un live côté anglophone, si je me souviens bien. Oui, effectivement. Donc, un live du côté anglophone. Et on n'avait pas quelque chose du côté franco. Genre, il y a tellement de nouvelles choses qui bougent là. Jeudi, peut-être sur la page Facebook, tu vas le voir, mais c'est ça. Du côté francophone, jeudi, on a un cours avec Richard Damour et c'est très d'actualité là, parce qu'on est en train de faire nos impôts. Hein. On a jusqu'au 31 mai pour ceux qui ne les ont pas fait au 30 avril. Et le cours, c'est vérification fiscale. Donc, comment, dans le fond, se préparer une vérification fiscale? Mais la préparation, c'est pas nécessairement quand on a la visite du fisc. Il faut se préparer avant. Il faut même se préparer quand on fait nos rapports d'impôts, parce que 3 ans plus tard, il est un petit peu trop tard pour refaire nos choses. Donc, très intéressant comme cours avec Richard. D'ailleurs, ils sont toujours fort intéressants. Donc, un beau 3 heures bien investi parce que quand le fils vient cogner à votre porte, ça coûte cher. Pas mal plus cher que le 150 $ que vous pourriez payer là, pour la formation. Sinon, samedi, on a nos coachings et tout ça. On a quelque chose du côté anglophone. Bref, semaine bien remplie encore une fois. On espère que vous avez apprécié le live. On fait ça pour vous aider. Et n'hésitez pas à partager la bonne nouvelle pour qu'on soit de plus en plus de gens ensemble le lundi midi. Donc, on dîne avec vous et on va peut-être bonifier la formule tranquillement avec Jean-Philippe. On va voir ce qu'on pourrait faire pour répondre plus à vos besoins. Et petit mot de la fin, Jean-Philippe. Non, juste Sandra est en ligne derrière, donc elle a mis les liens. Là. Merci Sandra. Donc, il y avait quelqu'un qui posait la question l'heure aussi, toutes les formations, c'est toujours le soir. Donc, vous pourrez aller voir les liens là, qui ont été mis dans les commentaires. Sans ça, sur ce, toujours un plaisir de partager la glace avec toi, Yvan. On a fait un bon. On s'en va à la douche. Yes, sir. Bye. Bye.